Au départ, Linux a été développé pour Unix, particulièrement dans un contexte universitaire, parce que bien qu'il existe une version pour PC, son niveau de prix est très élevé. Vous pouvez acheter DOS pour un ordinateur personnel pour 200 marks, mais Unix peut facilement représenter un coût de 20 000 marks. Ce qui est quand même un peu trop cher pour un étudiant. Allez dans un magasin informatique et demandez-leur s'ils ont SCU Unix. Ils vous répondront « Non, par pitié ». En fait, c'est bien plus simple de l'écrire vous-même. Le processus de développement de Linux est étrange. Il ne repose sur aucune hiérarchie apparente. Tout le monde peut soumettre ses suggestions de changement du code, mais il y a une personne qui dirige, qui prend les grandes décisions et qui sélectionne les meilleures idées. Linus, le dictateur bienfaisant. Tout le monde savait que ce groupe de travail avait besoin d'un chef, et Linus était le leader idéal, parce qu'il a créé le cœur du noyau Linux et qu'il présentait de très grandes qualités de leader. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez humble dans la réalité. Il ne s'attribue jamais le mérite de ce qui ne lui revient pas. Je voulais que des centaines, des milliers de personnes travaillent sur le noyau en même temps, mais je ne tenais pas à ce qu'elles se marchent sur les pieds. Autrement, vous passez votre temps à résoudre des conflits. Vous vous retrouvez constamment pris dans des débats passionnés. Au départ, je pensais utile de présider cette hiérarchie, que les autres étaient comme mes lieutenants. Mais les choses ont changé. Il s'agit davantage d'un web of trust, un réseau de confiance dans lequel je fais confiance aux gens, qui eux-mêmes font confiance à d'autres personnes. Beaucoup de choses motivent les développeurs. La fierté artistique, la satisfaction du travail bien fait, proche de l'artisanat, le sentiment idéaliste de faire partie de quelque chose de plus important que vous, quelque chose qui vous dépasse, le désir d'aider le monde et de trouver des solutions aux problèmes. En l'absence de rémunération, dans la plupart des cas, les gens cherchent surtout à se forger une réputation auprès de leurs pairs. L'un des points forts du développement de Linux, c'est que quasiment chaque auteur de logiciel peut être directement contacté par email. Ted Tso a joué un rôle crucial dans la diffusion de Linux aux États-Unis. Pour être honnête, c'est très facile de dire « Si nous étions décisionnaires, nous ne ferions pas ces choses-là. » Mais on ne recevrait pas tous ces emails nous demandant « S'il vous plaît, je voudrais cette nouvelle fonctionnalité. » Donc je ne sais pas ce que je ferais si j'étais vraiment décisionnaire. Dave Miller étudie les changements que les développeurs souhaitent apporter au noyau, au cœur du système. Il fait office de relais entre les programmeurs de par le monde et le roi Linus. La façon dont nous travaillons est la suivante. Vous pouvez parler toute la journée d'une grande idée ou d'une solution géniale, mais vous devez nous proposer quelque chose. Montrez-moi quelque chose de concret, envoyez-moi un morceau de code, quelque chose de tangible que je puisse tester par moi-même, pour me faire une idée de ce dont il s'agit, plutôt que de parler toute la journée du sujet de façon abstraite. Alan Cox, hacker de génie, est le collaborateur le plus proche de Linus, son bras droit. Pour moi, le code présente beaucoup de similitudes avec par exemple la poésie ou certains genres d'écriture. Sa beauté réside dans sa structure et dans le fait de classer les idées une par une de façon claire. Si le code est bon, vous pouvez le lire sans commentaire. Vous comprendrez immédiatement pourquoi il a été écrit et combien il est élégant. Vous recherchez un code à la fois élégant et clair, mais qui ne repose pas sur des astuces de programmation, qui ne fasse pas d'hypothèses qui risqueraient de s'avérer fausses à l'avenir. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est avoir trop de code dans le noyau final. Dans le noyau Linux, en général, le code ne nécessite pas trop d'efforts pour fonctionner. Le but n'étant pas de programmer et de reprogrammer à l'infini.
Après avoir dirigé le projet Linux pendant 5 ans à Helsinki en Finlande, Linus est embauché dans la Silicon Valley en Californie. Il voulait découvrir l'autre monde, celui du commerce et de l'industrie. Il voulait sortir du cocon de l'université. Vous êtes une figure peu orthodoxe dans l'univers de la Silicon Valley. Que vont-ils faire de vous? Ne risquez-vous pas d'être emporté par l'aspect commercial et complètement fou de la vallée? Some sort of alchemy that you didn't even get near. And they didn't inherit the earth. The east, we found the wealth. We'll probably sell the shares as soon as you can. Get out and go on to the next thing. Retire young. Should have been the king of America. The weather's quite like the Antarctica. Southbound Vertigo Parkway. Linus a commencé à travailler pour Transmeta. Cette entreprise mystérieuse a refusé pendant de nombreuses années de révéler son activité. On savait pourtant qu'elle travaillait sur un code source fermé, à l'instar de Microsoft. Linus aurait-il changé de camp? Le monde des affaires a des lois bizarres. En même temps qu'il travaillait pour Transmeta, Linus pouvait, avec l'accord de son employeur, continuer de développer son propre logiciel. On a tout fait pour m'obliger à être l'icône de Linux et de la communauté open source dans son ensemble. Même si je n'étais pas celui qui avait initié l'idée de l'open source. Personne ne représente toute l'histoire à lui seul. Et il n'y a pas qu'un seul point de départ. C'est comme le bambou. Vous ne savez pas où il commence ni où il finit. Selon moi, ce mouvement n'a rien de nouveau. C'est dans l'air depuis un bon moment. Souvenez-vous, dans les années 70, l'attitude générale que nous avions autour d'Unix, même si techniquement il ne s'agissait pas d'un code source ouvert et qu'il n'était pas gratuit. On devait absolument obtenir cette licence d'AT&T. Mais à l'époque, ce n'était pas un problème. Généralement, vous pouviez partager les choses gratuitement et librement. Quand vous utilisez un programme, généralement vous utilisez sa forme exécutable, c'est-à-dire une série de 0 et de 1. Personne ne peut donner un sens à ces chiffres. Seul l'ordinateur les comprend. C'est d'ailleurs à cela qu'ils servent. Ces chiffres sont la forme du programme que l'ordinateur peut comprendre, mais pour les êtres humains, il est très difficile de savoir ce qu'ils signifient. Quand nous développons des logiciels, nous les écrivons sous forme de code source. Le code source est une sorte d'algèbre, c'est la forme compréhensible, à condition d'être programmeur. Pour vous aider, il y a généralement énormément de commentaires, des explications incluses dans le code source pour aider les gens à comprendre pourquoi le programme a été écrit ainsi. Si vous n'avez que les exécutables, c'est-à-dire ce que Microsoft vous donne, et même si vous aviez la possibilité d'y apporter des changements, vous ne sauriez jamais quelles modifications opérer. C'est bien trop difficile. Pour pouvoir modifier le logiciel et le rendre plus pratique et plus facile à utiliser, vous devez disposer du code source. Si vous vous penchez vraiment sur le projet, comme je l'ai déjà dit, Linus a développé le noyau, mais pas l'intégralité du système. Je pense que ce qu'il y a de plus intéressant ici, c'est le fait que Richard Stallman ait lancé le mouvement. Avez-vous entendu parler de Richard